Merci de nous retrouver comme tous les jeudis. Merci toujours de vous connecter à l'heure, c'est fortement apprécié. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Warning Media Group. On est le média pour les Français à Londres, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters. On publie 2 fois par semaine des infos qui, je suis sûr, vous intéresseront fortement et très locales. Le sujet d'aujourd'hui, l'endométriose, plus qu'un sujet en vogue, une réelle préoccupation pour les femmes qui en souffrent. Les experts qui vont venir du coup nous en parler aujourd'hui sont le docteur Merlot, chirurgien gynécologue spécialiste en endométriose, Laurence Lévy, CEO de MediSimple, Raphaël Lebar, directeur de la distribution et partenariat chez santéexpat.fr. Je vous fais un petit rappel habituel. Vous êtes un peu plus de 100 à avoir pris un ticket pour la conférence aujourd'hui. On va toujours suivre le process, donc 30 minutes de présentation où on va sûrement répondre à pas mal de questions. Écoutez bien, on va partager notre écran avec vous. Donc, c'est toujours mieux d'être sur un ordinateur ou sur une tablette pour pouvoir bien voir le partage d'écran. Et puis, dès à présent, n'hésitez pas à poser vos questions. On est aussi en live sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'ai accès à tout ça et je peux poser des questions à nos experts. Sur Zoom, vous pouvez même lever la main. Je cache les noms de famille. On voit juste votre prénom et encore. On aura juste votre voix et pas de webcam qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à poser une question en direct. C'est toujours sympa de pouvoir entendre votre voix. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez écrire votre question. Je la lis. Ça se passe juste en bas, là, sur Q&A, selon si votre Zoom est en français ou en anglais. Allez, on va démarrer tout de suite. Je vais tout de suite donner la main au docteur Merlot qui va nous présenter un petit peu son activité. Docteur Merlot, c'est à vous. Et je reviens pour les questions. Merci pour cette présentation. Donc, effectivement, je suis le docteur Merlot Benjamin. Je suis un des experts français de l'endométriose et je suis cofondateur du centre IFEM Endo, qui est l'Institut franco-européen multidisciplinaire endométriose, qui a été créé déjà il y a plusieurs années. Et c'est actuellement en France le plus gros centre de prise en charge de l'endométriose, notamment sur les formes complexes. Et on a effectivement, on prend en charge des patientes dans tout le pays français et aussi beaucoup de patientes qui viennent de l'international. Donc, on a à cœur d'augmenter la formation. On a beaucoup de chirurgiens qui viennent de l'étranger ici se former aussi chez nous et de contribuer à mieux prendre en charge de manière générale les patientes atteintes de cette maladie. Je me présente, donc Raphaël Lebars, directeur distribution et partenariat chez santéexpat.fr. Donc Santéexpat qui est un courtier d'assurance français. Donc on a créé un comparateur 100% digital qui permet aux Français donc qui résident à l'étranger et notamment au UK de trouver des solutions d'assurance santé qui les couvrent dans leur pays d'expatriation ainsi qu'en France pour leur retour temporaire. Donc j'ai aussi vécu au Royaume-Uni, j'ai vécu 18 mois en Écosse. Donc le Royaume-Uni, ça me parle un petit peu et notamment son système de santé. Et j'ai rejoint donc Santéexpat il y a 18 mois pour accélérer son développement. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc moi, je suis Laurence Lévy, fondatrice de MediSimple.com, qui est une plateforme en ligne en fait, qui a pour vocation de simplifier l'accès aux soins de santé. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on connecte l'ensemble des différents acteurs de l'écosystème santé, des médecins, des paramédicaux, infirmiers, des laboratoires d'analyse aussi, des centres de radio, des pharmacies, pour permettre aux patients de gérer facilement sa santé ou son parcours de soins s'il a une maladie un peu plus complexe, justement comme l'endométriose. Et donc, il va pouvoir le gérer de bout en bout. Donc, ce qu'on fait essentiellement, alors moi, je vis aussi au UK depuis 16 ans. Donc, j'ai une expérience de patiente aguerrie pour moi et ma famille. Et c'est vrai que l'initiative MediSimple est née quand même de ces parcours. On est au départ un certain nombre de patients à avoir trouvé le parcours difficile. Et donc, on a créé MediSimple pour pré-mâcher un petit peu le travail pour les patients en leur proposant en fait 3 choses essentiellement. D'abord, un moteur de recherche
qui va permettre de trouver les spécialités qui s'occupent plus particulièrement de votre maladie ou d'un type de diagnostic. Par exemple, si on cherche le spécialiste de l'échographie pelvienne à Londres, on va pouvoir le trouver. On monte des pôles d'excellence par spécialité, par maladie, qui ont vocation à rassembler des équipes multidisciplinaires, donc des spécialistes, mais aussi des centres de diagnostic, des pharmaciens et des labos, tout un écosystème en fait qui vont traiter du problème de santé en particulier et qui vont avoir l'habitude de travailler ensemble et en coordination. Et donc, en fait, le troisième volet qu'on est en train de développer, qui est un peu plus récent, pour aussi faciliter la santé au Royaume-Uni et en général d'ailleurs, c'est un volet plus prise en charge de la santé à domicile, avec, bien sûr, il y a les vidéoconsultations qu'on connaît depuis le Covid, mais on peut aussi commander, se faire livrer des médicaments chez soi, et puis commander aussi des tests de labo à faire chez soi pour faire de premiers diagnostics à partir de chez soi. Voilà. Docteur, je crois que c'est à vous. Ah bon, excusez-moi. Bon, donc le but, la première présentation, c'est de de rappeler quelques idées sur l'endométriose et d'être très simpliste pour passer quelques messages clés. Et puis, bien sûr, je pense qu'on laissera à la fin une belle place aux questions si vous voulez approfondir quelques sujets et avoir des réponses à des choses un peu plus détaillées. Alors, l'endométriose, c'est une pathologie dont on parle beaucoup depuis notamment un peu plus de 10 ans, et bien heureusement, ça devient de plus en plus médiatique et donc ça nous permet de diagnostiquer et d'aider de plus en plus de patientes. Donc, l'endométriose, excusez-moi. L'endométriose, excusez-moi, j'étais un petit peu dérangé. L'endométriose, c'est l'issue de cellules qui ressemblent à des cellules de l'endomètre, donc de l'intérieur de l'utérus, qui vont se retrouver dans une position qui n'est pas tout à fait normale. Voilà. Donc, ce n'est pas des cellules tout à fait identiques aux cellules de règles et qui vont se retrouver dans des positions extra-utérines, donc pas à l'intérieur de l'utérus. C'est la première cause de douleur pelvienne chronique chez la femme, donc avec un impact sur la vie de ces patientes qui peut parfois être majeur dans tous les aspects de leur vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie de couple, la vie sociale. Et c'est aussi la première cause de problèmes de fertilité. Donc c'est vrai que cette maladie, qui est quand même fréquente, puisqu'on dit que ça toucherait entre 10 et 15% des patientes, a un impact sur bien sûr, quasiment de santé publique sur la vie des femmes. Donc ça, c'est pour faire une petite introduction. Quelles sont les théories qui expliquent cette maladie? Donc, c'est essentiellement une maladie liée aux règles. Plusieurs théories, je vais être très synthétique. Quelques théories de changement de cellules. Et la théorie principale, c'est la théorie du reflux, qui fait qu'on s'aperçoit que les patientes qui ont l'endométriose ont quasiment toutes un utérus qui se contracte très fort, trop fort, de manière un peu anarchique, et donc vont augmenter le passage des cellules de règles par les trompes dans le ventre. Et ces cellules, une fois qu'elles sont dans le ventre, d'accord, au moment des règles, vont être capables d'entraîner une réaction inflammatoire très importante, d'où les douleurs de règles. Et donc, ces cellules vont être capables au lieu d'être dissipées, lavées, vont être capables de s'agripper et de se développer à leur propre compte sous l'effet de l'œstrogène. Et donc, créer énormément d'adhérence. On peut passer peut-être à la diapo suivante qui explique un petit peu plus ça. Merci. Donc, voilà la théorie un petit peu du reflux, donc l'issue de cellules dans la cavité péritonéale, c'est-à-dire dans le ventre, entre les organes. Ça va se greffer sur un petit tissu qu'on appelle le péritoine, qui est le tissu qui recouvre ces organes. Et donc, sur les organes avoisinants, va proliférer, va créer une inflammation aiguë et donc une inflammation chronique au fur et à mesure des règles. Et là, ça va donner des adhérences entre les tissus digestifs et l'utérus, entre l'utérus, la trompe, les ovaires, ce qui explique bien sûr au fur et à mesure les douleurs et les problèmes de fertilité, car on se retrouve avec des anatomies qui sont plus tout à fait normales. Et puis au fur et à mesure, des nodules peuvent se développer, des kystes sur les ovaires peuvent se développer, et donc aller abîmer les tissus au voisinage. C'est la particularité de cette maladie, c'est qu'elle se développe de manière générale dans le pelvis et qu'on peut avoir des atteintes multi-organes, que ce soit la vessie, le côlon, l'utérus, les ovaires, les trompes, ça peut toucher tout l'ensemble du pelvis. Voilà un petit peu comment ça marche. On peut passer, s'il vous plaît, à la diapositive suivante. Et donc, on peut avoir plusieurs formes d'endométriose.
On détecte 3 styles d'endométriose. J'en ai mis 2 sur la diapositive, il y en a 3 différentes. Il y a l'endométriose dite superficielle. L'endométriose superficielle, on peut appeler ça le début de l'endométriose, mais on ne sait pas si ça va évoluer chez certaines patientes plus ou moins loin. Et donc, c'est quelques petites cellules d'endométriose qui vont se greffer sur le péritoine. Donc, c'est le début, c'est quelques petits implants millimétriques qu'on peut voir notamment lorsqu'on fait une célioscopie. C'est tout le problème, c'est que ces formes, elles ne sont pas diagnostiquées par les échographies et pas non plus par les IRM. Donc, on peut avoir des patientes qui ont une échographie, une IRM normale, qui souffrent, et c'est juste une forme superficielle qui ne sera visible qu'en célioscopie. On peut en reparler plus tard. Ensuite, ça a des formes évoluées, c'est ce qu'on appelle l'endométriose profonde, quand ces cellules vont se développer et forment des nodules qui vont faire adhérer les tissus entre eux, qui vont faire quasiment proliférer ces nodules et infiltrer des organes du voisinage, notamment l'organe le plus touché, c'est le système digestif, c'est le rectum et la fin du côlon, donc le rectum et le côlon sigmoïde qui est juste derrière l'utérus, qu'on peut voir sur la diapositive, en arrière de l'utérus. Et donc, elle a infiltré le système digestif, donner des symptômes digestifs très importants, ou en avant, elle a infiltré la vessie et donner aussi des symptômes urinaires. Donc, on va en parler un petit peu comment faire le diagnostic, c'est là où on va évoquer les symptômes. Il y a une dernière forme d'endométriose qui est la forme d'endométriose kystique, d'accord ? Ça veut dire l'endométriose sur les ovaires, et là, c'est un implant qui va fermer un petit peu l'ovaire sur lui-même. L'implant va se développer dans l'ovaire et faire une forme de kyste, c'est-à-dire saigner à son propre compte, et donc avec du sang qui va s'accumuler dans un kyste et donc progresser dans l'ovaire et donc abîmer l'ovaire et donc abîmer la fertilité. C'est la dernière forme d'endométriose. Donc endométriose superficielle, endométriose profonde qui sont plutôt les formes sévères et endométriose des ovaires. Donc, je le rappelle un petit peu, voilà. Et donc, les localisations les aspects sont donc variables et les localisations sont très variables. C'est ce qui est difficile dans cette maladie, à la fois dans le diagnostic, dans les examens qui vont permettre le diagnostic, qui sont les examens d'échographie ou d'IRM, et également dans la prise en charge, qu'elle soit chirurgicale, c'est que c'est une maladie qui est hétérogène. Et il est difficile de donner une ligne de conduite pour toutes les patientes. Il va à chaque fois falloir avoir une approche personnalisée, parce qu'on n'a pas un style d'endométriose, on a beaucoup de styles d'endométriose. Et à chaque fois, ces styles d'endométriose s'incluent dans la vie des patientes, à certains moments de leur vie, avec un problème de fertilité ou pas, avec certaines douleurs ou pas. Et donc, ce qui est difficile dans la prise en charge, c'est de faire le diagnostic. Déjà, on parle de 7 à 10 ans de retard diagnostique, mais à peu près dans tous les pays européens. Et derrière, la prise en charge ne va pas être facile. La formation, c'est pour ça que ça demande une expertise, ça demande d'avoir de l'expérience, ça demande d'avoir de voir beaucoup de patientes pour vraiment avoir une approche globale de cette maladie. C'est à la fois le caractère hétérogène et l'hétérogénéité des symptômes. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, j'en ai même pas un peu parlé. Juste, on revient un petit peu en détail sur l'endométriose profonde. Ça tient quand même un tiers des patients qui présentent une endométriose. Donc ça, on parle un peu des formes qui commencent à être sévères. Et donc, on a l'atteinte de la vessie en avant et puis en arrière, qui sont les atteintes les plus fréquentes. Quand une femme se tient debout, en fait, le sang va s'accumuler, ce qu'on appelle sur le cul-de-sac de Douglas, qui est la région entre le fond du vagin, l'utérus et le rectum. C'est là où le sang, le point le plus bas du ventre, se situe sur le cul-de-sac de Douglas. Et donc, là va s'accumuler ces cellules, ces règles, et donc ces cellules qui vont se développer, ce qu'on appelle les atteintes postérieures. Et c'est pour ça que le tissu digestif est l'organe le plus touché après l'utérus et va donner ces symptômes digestifs et ces douleurs pendant les rapports qui sont un des critères, un des signes les plus fréquents dans l'endométriose. On va y venir sur les diapositives suivantes, s'il vous plaît. Voilà, donc les symptômes. Il y a un petit moyen mnémotechnique pour quand on fait la formation à tous les médecins, notamment les médecins généralistes, les sages-femmes en France ou à d'autres protagonistes de la santé de la femme en France. On appelle ça les 5 D. Donc, le premier D, c'est la dysménorrhée. Ça commence souvent par là, c'est-à-dire la douleur des règles. Plutôt les douleurs, ce qui peut donner un petit peu, nous faire tendre l'oreille lors de la consultation. C'est des douleurs qui vont apparaître en fin de règle, qui parfois résistent à certains antalgiques, dont l'intensité va être très forte, qui va occasionner la prise de médicaments, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, et même avoir une répercussion sur la vie sociale avec une difficulté au travail pendant cette période. Le deuxième symptôme le plus important, c'est les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports, qui touchent beaucoup de patientes par, je vous ai dit, l'atteinte au niveau du cul-de-sac de Douglas. C'est dû à l'atteinte anatomique de l'endométriose, notamment la forme profonde. Donc, ça donne des douleurs au fond du vagin pendant les rapports. Puis, petit à petit, par appréhension, parce que les femmes ont peur d'avoir mal, elles contractent les muscles et les douleurs vont pouvoir venir même à l'entrée
des rapports. Ça peut entraîner vraiment une appréhension des rapports, une limitation de la libido, un impact très important sur la vie intime et sexuelle de la patiente et du couple. Le troisième D, c'est les douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire qu'au départ, on a des douleurs pendant les règles, et puis assez vite, quand la maladie progresse, on va avoir des douleurs également en dehors du cycle, que ce soit autour de l'ovulation ou même des douleurs quasiment permanentes. D'accord ? Le quatrième D, c'est les symptômes digestifs qu'on va souvent avoir, d'accord, qui peuvent être en lien avec une atteinte digestive notamment, ou pas, mais très souvent. Donc avec des symptômes désagréables, notamment pendant les règles, avec des diarrhées cataméniales. Parfois, on se retrouve avec des patients qui ont 4, 5, 6 selles par jour pendant les règles, de manière un peu urgente, qui passent beaucoup de temps aux toilettes, des douleurs au passage des selles, des difficultés pour aller à la selle, et puis parfois une alternance de diarrhée pendant les règles, de constipation dehors, qui vraiment les impactent dans leur vie quotidienne. Le cinquième D, le dernier, qui est un peu moins fréquent, c'est le problème urinaire, ce qu'on appelle les dysuries. Et donc, la dysurie, c'est la difficulté à uriner, notamment pendant les règles. Donc, c'est tout ce qui va se tourner autour des symptômes urinaires, la douleur à la miction, la douleur au remplissage vésical et les difficultés à uriner. Vous m'entendez toujours bien? Oui? Oui, très bien. Donc, pour aller un petit peu plus, pour creuser un petit peu dans les symptômes, la difficulté de l'endométriose, encore une fois, et c'est pour ça que je vous dis, c'est de mon expérience, c'est que ce n'est pas parce qu'une patiente a une atteinte majeure qu'elle va avoir des symptômes majeurs. Donc, la puissance des symptômes n'est pas forcément corrélée à l'anatomie ni à l'intensité de la maladie. Donc, je trouve avec des patientes qui ont des endométrioses sévères, avec des organes lésés comme le rectum, l'urtère qui contrôlent la vessie, avec des patientes qui ont déjà un rein qui ne fonctionne plus avec l'endométriose, et pourtant, elles ne sont pas symptomatiques, raison pour laquelle on le dépiste très tard lorsque l'endométriose a fait des dégâts importants. Et puis, on se retrouve avec une patiente qui a une endométriose très superficielle, comme je vous l'ai montré, une forme d'endométriose superficielle, donc peu importante, et qui pourtant va avoir des symptômes très invalidants. Donc, méfiance un petit peu, ne pas corréler la gravité de la maladie à l'importance des symptômes. Je reprends un petit peu les symptômes, c'est déjà pour insister. Donc, les dysménorrhées, les dyspareunies, les troubles digestifs, et puis les symptômes urinaires. Et le dernier symptôme, parce qu'on peut parler d'un symptôme, ça va être le problème de fertilité, l'hypo ou l'infertilité, qui va être un symptôme majeur. On estime que quand une patiente est infertile, dans 30 à 40%, la première cause, c'est l'endométriose. Donc vraiment une cause majeure de problème de fertilité, la première cause en termes de fréquence. Alors maintenant, comment faire le diagnostic une fois qu'on a été interrogé sur ces symptômes, qu'on a compris que ces symptômes n'étaient pas une vie normale, parce que c'est le cheminement de ces dernières années, la médiatisation et la libération enfin de la parole des femmes qui ont pu exprimer cette douleur de règles comme quelque chose de pas normal, ou d'avoir des douleurs dans les rapports comme quelque chose de pas tout à fait normal non plus, qui nous aident, médecins, à dire quelque chose cloche et on va faire des investigations. Ça permet aussi d'augmenter le diagnostic, cette façon de se déclarer, de déclarer des symptômes, de savoir que ces symptômes ne sont pas normaux, permet aussi d'augmenter le diagnostic. Donc, le message, c'est que ça n'est pas normal d'avoir des douleurs très importantes pendant les règles. D'avoir quelques douleurs est acceptable, de ne pas pouvoir aller travailler pendant cette période de règles n'est pas tout à fait normal. Il y a des questions à se poser, d'avoir des douleurs pendant les rapports également. En tout cas, l'intensité de la dysménorrhée, de la douleur des règles, doit déjà faire peut-être aller vers d'autres questions et voir s'il n'y a pas d'autres symptômes. Alors, il y a l'examen clinique qui souvent n'est pas forcément très contributif, d'accord ? Donc, l'examen qui peut être fait à la palpation abdominale et plus ou moins sur indication. L'examen ne doit pas être forcément systématique. Il y a un examen gynécologique qui peut retrouver une douleur excessive lorsqu'on pose le spéculum, une douleur excessive au toucher vaginal lorsqu'on mobilise l'utérus. Bon, à maniaque précaution, ce n'est pas toujours nécessaire, mais on peut avoir accès au toucher vaginal. Certains pratiquent le toucher rectal. Ce n'est pas forcément systématique non plus, en tout cas pas du tout en première intention lorsqu'on va pour un examen de dépistage. Ça peut être utile dans certains cas quand on a un doute diagnostique, mais pas en premier cas. C'est ce que je voulais vous dire sur la diapositive. C'est souvent un examen de deuxième intention. Le toucher vaginal un peu plus souvent, le toucher rectal beaucoup plus rare. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, le problème des examens cliniques, c'est que, comme je vous l'ai dit, leur normalité n'exclut pas le diagnostic. La maladie d'endométriose, elle est difficile dans tous ses aspects, elle est difficile dans le diagnostic et elle est difficile dans l'imagerie. Ce n'est pas aussi facile que certains diagnostics comme un problème de genou, d'arthrose du genou ou certaines pathologies où la radiologie est facile à interpréter. L'endométriose, c'est une nuance de gris, c'est une nuance que ce soit à l'échographie ou à l'IRM, et le diagnostic n'est pas facile.
Et si l'échographiste que vous avez en face de vous ou le médecin, peut-être un peu moins, mais en tout cas, l'examen, le médecin radiologue qui vous fait l'examen n'est pas compétent en endométriose ou n'en fait pas beaucoup dans sa pratique, il peut tout à fait facilement passer à côté du diagnostic. Une échographie, par exemple, du pelvis va vite repérer un kyste. C'est flagrant, ça saute comme le nez au milieu du figure, on va bien le voir, un kyste d'endométriose, qui va pouvoir dire, tiens, il se passe quelque chose, je vais faire d'autres choses en plus. Un nodule du rectum peut tout à fait passer à côté en échographie s'il n'y a pas de kyste. Le radiologue, s'il n'est pas formé, s'il n'est pas compétent, peut complètement, ou le gynécologue en France qui font les échographies également, peut complètement passer à côté de la maladie et ne pas du tout la trouver. Il ne faut pas s'arrêter, en tout cas si l'examen n'est pas fait par un médecin référent, d'accord ? Et c'est là le but où en France, on va essayer de former de plus en plus de radiologues à cette pathologie, ne pas s'arrêter à un examen, notamment une échographie normale. Voilà. L'IRM, qui est souvent un examen soit de première, soit de deuxième intention, ça dépend un petit peu à quel point on pense au diagnostic. C'est un examen un petit peu plus fiable, parce qu'on voit un peu plus les lésions, notamment d'endométriose profonde, et surtout, c'est un examen qui peut être relu. L'échographie, c'est un examen qui se fait en pratique, c'est un examen dynamique, et impossible de revoir les images ensuite et de les réinterpréter. L'IRM, quand on a les images, nous, on fait beaucoup de relectures de patientes, par exemple à l'étranger ou même en France, qui nous envoient leur dossier, et on passe beaucoup de temps à relire les images, à nous demander qu'elles nous envoient les images en fichier sécurisé, comprimé. Nous, on a des logiciels pour relire les images, et on se rend compte que parfois, on a une interprétation un petit peu différente. L'avantage, c'est qu'on peut les relire. Donc, l'IRM est très important dans le diagnostic de cette maladie. Pour nous, c'est un examen crucial pour en faire le diagnostic et voir un petit peu à quel point les organes peuvent être touchés, où sont placés l'endométriose, et à quel point ça peut affecter la fertilité ou les douleurs. Et puis après, il y a des examens de deuxième intention qui sont faits là quand on a vraiment eu le diagnostic et quand on va aller plus loin, qui sont selon les équipes, qui sont l'échographie au niveau du rectum, le coloscanner. Dans le bilan de fertilité, on va pouvoir examiner les trompes par une hystérosalpingographie. Et quand il y a un doute diagnostic, je dis bien quand il y a un doute diagnostic, la célioscopie, c'est-à-dire d'aller mettre une caméra dans le ventre pour voir ce qui se passe, n'est pas du tout systématique. Elle n'est pas recommandée en première intention. C'est quand on a des patientes chez qui on pense aux symptômes, que les examens sont normaux, mais pourtant on pense à la maladie, et donc on s'y perd un peu. La célioscopie peut avoir un intérêt, mais pas de manière systématique. En tout cas, ce n'est pas une recommandation en France. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, bien, pareil, c'est un topo très informel, donc on va pas creuser dans les domaines, mais quels vont être les traitements, d'accord ? Donc, tout va dépendre du parcours de la patiente. Il y a un critère qui est important, est-ce qu'il y a un désir de grossesse ou pas ? Et donc, du coup, on va avoir vraiment deux trames différentes de traitement, d'accord ? À chaque fois, il faut avoir quand même un médecin qui connaît la maladie pour vous aiguiller un petit peu dans notamment si un parcours de fertilité. Le premier objectif, c'est de réduire les douleurs et donc de réduire l'inflammation et donc de réduire ce qui cause cette pathologie, c'est-à-dire les règles. Donc, c'est obtenir l'aménorrhée, pas la ménopause, qui est souvent confondue par la patiente. La ménopause, c'est une absence d'hormones totale. L'aménorrhée, c'est une absence de règles. D'accord ? Et donc, on va mettre soit des pilules qui servent comme contraception en traitement continu pour ne pas avoir de règles, soit des traitements de l'endométriose qui vont avoir la même utilité, c'est-à-dire stopper les règles et au fur et à mesure stopper ce climat inflammatoire. Okay. Ce qu'on veut, ce n'est pas forcément être contraceptif, mais bien sûr, s'il y a une absence de règles, ça va forcément l'être. D'accord ? Donc ça, c'est le traitement de base, qui est le traitement un petit peu de première intention, et puis d'à long terme, pour éviter que cette maladie évolue ou réévolue après une chirurgie, c'est l'absence de règles. Et puis pour certaines patientes, on va bien sûr parler de la chirurgie, qui peut être là si les symptômes persistent malgré le traitement médical, qui peut aussi être là pour aider les patientes à être fertiles. Et là, je fais un message un petit peu clair de ce topo, c'est qu'il n'y a pas à choisir entre la fertilité et les douleurs. Donc, de plus en plus, on montre que la chirurgie à la fois aide les patientes pour la douleur, bien sûr, et puis augmente les chances importantes de fertilité. Donc, il faut avoir aussi un discours quand il y a un désir de grossesse entre les médecins de la fertilité et les chirurgiens, parce que les deux peuvent aider la patiente à être enceinte. Donc là, il faut bien, notamment parfois en Angleterre, on réserve souvent la chirurgie à la douleur. La chirurgie a aussi sa place dans le parcours de fertilité de la patiente. Il faut avoir une double information sur comment on peut aider les patientes fertiles, donc soit pour la douleur, soit pour la fertilité. On peut passer à la diapositive, donc je ne rentre pas forcément dans les détails tout de suite.
Donc, bien sûr, il y a aussi le traitement de la douleur en aigu. Donc, ça va être les anti-inflammatoires, les antalgiques, parce que ces maladies inflammatoires, donc, ce qui marche assez bien, c'est quand même les anti-inflammatoires, même si ça ne marche pas toujours. Euh, voilà. Et puis après, les traitements médicaux, on peut en parler. On n'a pas tout à fait les mêmes gammes de traitements accessibles en France et en Angleterre. On pourra en débattre juste après. Donc, ça va de la pilule classique, le but étant que ce soit une pilule plutôt monophasique, c'est-à-dire avec la même dose d'hormones tous les jours. Il y a des pilules biphasiques, triphasiques, je ne rentre pas dans les détails, mais d'avoir la même dose, donc soit des œstroprogestatifs avec un peu d'œstrogène, un peu de progestérone, le principe actif est dans la progestérone, soit des microprogestatifs, d'accord. Et puis après, la gamme au-dessus, ce sont les macroprogestatifs. Il peut y avoir aussi une place pour certains types de stérilés, notamment hormonales, à condition notamment de ne pas avoir trop de kystes sur les ovaires. Et puis après, le traitement, vraiment, quand une patiente est vraiment dans une phase très compliquée, qu'on veut agir vite, ou dans certains protocoles de grossesse ou avant certaines chirurgies, on peut être amené transitoirement à mettre en place un traitement de ménopause de manière tout à fait transitoire. Bien sûr, la chirurgie, comme je le dis, elle peut permettre la guérison, et donc il faut bien poser, bien sûr, avec un bilan complet, de savoir exactement où on va opérer. On ne part pas en sachant normalement ce qu'on va découvrir. Non, non, on le sait à l'avance, avec toujours une petite zone grise, mais en tout cas, le but est d'avoir bien cartographié, bien appréhendé la maladie pour exactement savoir quelle chirurgie on va faire, avoir prévenu la patiente de ce que ça peut apporter, de quels risques ça peut comporter, pour avoir une chirurgie la plus maniaque possible et la plus complète possible. Avec quelques exceptions sur les ovaires, on pourra en reparler aussi. Le but de la chirurgie, c'est de s'inscrire dans le parcours de soins de la patiente, c'est-à-dire de placer la chirurgie au bon moment de la vie de la patiente. On voit trop souvent des chirurgies multiples, des patientes opérées 4 fois, 5 fois, 7 fois, ça ne doit pas se voir. Il faut essayer de placer la chirurgie au bon moment du parcours de la patiente dans sa vie de femme et pas multiplier les chirurgies. Okay. La chirurgie, ça demande d'avoir des opérateurs expérimentés. C'est une chirurgie qui est différente de la gynécologie habituelle. Comme vous avez vu, elle peut être multi-organes. On est dans des plans qui ne sont pas habituels par rapport à une chirurgie classique gynécologique, donc ça demande quand même une certaine expérience. Et puis, si on veut éviter la récidive, à part bien sûr si un projet de grossesse, le but étant d'être enceinte juste après la chirurgie, dans un parcours où on veut juste la douleur et on ne veut pas que la douleur revienne et que la maladie ne revienne pas, elle sera suivie, en tout cas, elle sera conseillée de prendre un traitement qui stoppe les règles, un traitement complémentaire qui stoppe les règles. J'en viens bientôt à la fin. Donc, en conclusion, bien faire attention aux règles douloureuses pour faire le diagnostic, qui est le premier signe. Bien sûr, toute la difficulté de cette prise en charge, c'est qu'elle va être personnalisée. C'est toujours du cas par cas. Il n'y a pas de ligne conductrice. C'est pour ça que les consultations sont longues, parce qu'il faut appréhender tous les aspects de la vie de la patiente, son désir de grossesse, son âge, la répercussion de la maladie sur son travail, sa vie de couple, sa vie personnelle. Donc, c'est vraiment, et ses projets futurs. Donc, il faut vraiment avoir fait le tour de tout ça pour proposer le bon arbre thérapeutique, la bonne stratégie, très différent d'une jeune fille, d'une patiente qui a une infertilité, d'une patiente de 45 ans qui a eu des enfants. On ne va pas du tout avoir la même approche, d'accord ? Prendre en charge, bien sûr, la fertilité et pas uniquement prendre en charge l'infertilité que par le domaine de l'assistance médicale à la procréation, d'accord ? C'est de se couper d'une branche pour aider les patientes, d'accord ? Et puis, c'est une maladie en général, malheureusement, on ne veut pas te l'appeler comme ça, mais une maladie un peu chronique, d'accord ? Tant qu'il y a des règles, il peut y avoir un potentiel de réinflammation et donc de récurrence et de récidive. Malheureusement, il va falloir la soigner toute sa vie et l'accompagner toute sa vie. C'est pour ça qu'il y a des soins de support, ce qu'on appelle la micronutrition, certaines formes de kinésithérapie, d'ostéopathie, certaines qui vont vraiment aider la patiente à être bien toute sa vie, d'accord ? Et l'intérêt, c'est notamment pour les formes complexes d'avoir une prise en charge multidisciplinaire par des centres qui sont quand même experts et qui ont une approche globale de la maladie sur tous ces aspects qui peuvent aller jusqu'à des chirurgies très compliquées s'il le faut, mais qui vont aussi s'intéresser à la gestion de la fertilité, à la gestion de la douleur et à tous les aspects, à la psychologie, à la sexologie de la patiente pour vraiment avoir une approche globale. Voilà, je pense que c'était la dernière diapositive. C'est exact. Ouais, je vais laisser Laurence prendre la suite pour le parcours de soins. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci, docteur. C'était très, très intéressant. C'est ce premier slide, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est vrai qu'on se demande finalement, cette endométriose, elle nécessite vraiment un parcours de soins coordonné, comme on vient de le voir. En fait, en tant que patiente, je vais avoir vraiment besoin d'un accès quand même rapide et facile parce qu'il y a quand même une notion de douleur qu'il va falloir prendre en charge assez vite.
Et puis, c'est quand même une maladie vraiment complexe où il y a plusieurs disciplines qui sont mises en jeu. Et donc, il faut qu'elles puissent se coordonner, se parler, s'échanger des documents. Et c'est comme ça que, justement, MeditSimple va essayer d'aider ces patientes à les conduire dans ce parcours de soins. Les professionnels qui interviennent sur ces maladies, où ils ont vraiment besoin justement de pouvoir emmener le patient à la prochaine étape, de les référer facilement à la prochaine étape en fonction du diagnostic qu'ils auront pu poser, d'être informés des résultats de chaque étape et de revoir le traitement du patient si c'est nécessaire. Et puis, bien sûr, il y a une notion de coût derrière tout ça qui est vraiment spécifique, peut-être encore plus en Angleterre, et qui finalement sous-tend un peu aussi les retards de diagnostic de certaines patientes ici en Angleterre, puisque le NHS, effectivement, on ne paye pas, mais comme je l'expliquerai un tout petit peu plus tard, on a quand même des délais de prise en charge qui sont trop longs. Eh bien, il y a une notion de prise en charge par des assureurs ou voilà, en général par des assureurs. Et l'assureur a quand même aussi besoin de savoir qu'on est dans un parcours de soins efficace. Donc, on essaye, nous, de mettre au point des parcours efficients. Alors, le parcours NHS, en fait, est très bien. En fait, il ressemble beaucoup à ce qu'a dit le docteur Merlot. Qu'est-ce il fait état des différentes étapes. On peut pas lui reprocher sa qualité. Ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est les délais de prise en charge qui sont beaucoup trop longs. Donc, comment ça se passe concrètement, sauf si on a un peu de chance, on peut en avoir. Hein. Mais bon, voilà comment ça se passe concrètement. On arrive chez son GP, on lui parle une première fois, on doit retourner pour lui parler de la même chose une deuxième fois, troisième fois, parfois jusqu'à une quatrième fois. Et c'est là qu'il se dit, oui, bon, il y a quand même un soupçon d'endométriose, il faut que j'envoie cette patiente faire un examen. En général, il commence par une échographie ou éventuellement une IRM. Et là, pour avoir l'IRM, il faut encore 6 mois. Et puis le délai pour avoir une chirurgie éventuelle, alors on est plutôt sur du 12-18 mois, donc on voit que la patiente, entre-temps, elle a soit pas pu tomber enceinte alors qu'elle voulait l'être, et en tout cas, elle est restée avec des douleurs compliquées. Donc il n'y a pas de rapidité dans les parcours, dans les soins programmés, en fait, dans le NHS, malheureusement, c'est souvent le problème. Donc, c'est pour ça qu'on a mis au point un parcours de soins privé qui fait appel au privé et qui est beaucoup plus rapide. Si tu veux. Voilà. Et donc, c'est un parcours pour lequel, en fait, on arrive à mobiliser un certain nombre de compétences diverses. Donc, finalement, comment on rentre dans ce parcours de soins? En Angleterre, la différence avec la France, c'est qu'il n'y a pas de gynéco médicaux. Il y a soit un généraliste spécialisé dans la santé de la femme, donc un GP spécialisé dans la santé de la femme, ou carrément un gynéco-obstétricien, donc un chirurgien en fait. Donc il n'y a pas l'intermédiaire comme en France. Donc finalement, quand on rentre dans un parcours de soins de type endométriose en Angleterre, on est obligé de rentrer par le GP spécialisé en santé de la femme. Donc ce GP, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de faire tout ce que fait un gynéco, enfin peut-être pas tout, mais il fait beaucoup de choses de ce que fait un gynéco médical en France, c'est-à-dire qu'il peut faire des examens de première intention, il peut prescrire des traitements hormonaux, il va prescrire aussi des anti-inflammatoires et des antalgiques. Et ça, il va prendre en charge la patiente pendant... C'est la première chose qu'il va faire, il va lui donner ce traitement et il va attendre environ 3 mois pour que ça fasse un peu effet et voir si la patiente, à la fin de ces 3 mois, elle va mieux ou elle ne va pas mieux. Si elle a toujours ces mêmes douleurs, à ce moment-là, la patiente va retourner chez son gynéco. Donc, pour la partie médicaments, donc nous, en fait, en Angleterre, on permet au GP d'envoyer directement l'ordonnance à la pharmacie pour que les médicaments soient livrés à domicile. Donc ça, c'est plus un problème logistique. Et donc, en fait, une fois que la patiente a fait son traitement hormonal et si ça ne fonctionne pas, elle retourne voir son GP spécialisé en santé de la femme. Et là, donc le GP va référer pour de l'imagerie essentiellement, directement
dans le centre de diagnostic, donc dans le centre de radiologie, en prenant rendez-vous pour la patiente dans les agendas des différents radiologues spécialisés. Donc, la patiente, elle n'a pas à attendre. En 48 heures, elle a son examen. Donc, soit c'est une échographie, comme l'a expliqué le docteur Merlot, soit c'est une IRM en fonction de fait, finalement, quel est le degré de... Est-ce que c'est vraiment une endométriose ou pas? Ce n'est pas toujours très clair sans examen. Donc, soit ils envoient directement à une échographie, soit ils envoient avec une IRM pour que ce soit un peu plus précis. Et en fonction des résultats, en fait, ils voient s'il y a une endométriose qui s'est répandue ou pas. Et en fait, donc, soit l'endométriose effectivement est avérée, soit elle ne l'est pas, mais en fait, la patiente a encore mal. Donc, à ce moment-là, le GP va référer la patiente chez un gynéco-obstétricien pour des diagnostics plus complexes, y compris. Alors, je pense que laparoscopie en anglais, ça doit être célioscopie. Je ne sais pas si c'est ça, docteur Merlot, ça doit être la même chose. Même en France, on peut dire laparoscopie aussi. On peut dire d'accord, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, là, ils vont assez vite vers ce type de diagnostic si, en fait, l'imagerie est normale et que, pourtant, on soupçonne vraiment, avec tous les symptômes, qu'il y a une endométriose. Et là, la laparoscopie, en fait, est utilisée soit pour des diagnostics, soit directement pour faire une chirurgie. Et donc, une fois que la patiente est sortie de chirurgie, bien sûr, il y a tout le suivi qui va être fait par gynéco-obstétricien. Mais alors après, on la prend en charge de manière un peu plus holistique, justement, comme vous disiez, avec des médecines un peu plus douces, hein, du yoga, de l'ostéopathie, de l'acupuncture. Il y a aussi des traitements, des psychothérapies comportementales aussi qui sont mis en place pour faire face un peu à la douleur ou aux problèmes que ça peut entraîner, puisqu'en fait, il y a une appréhension des rapports sexuels, comme vous le disiez. Il y a aussi de la micronutrition avec de la nutrition anti-inflammatoire qu'on peut mettre en place. Et puis, on les réfère aussi à des centres de gestion de la douleur qui, eux, sont spécialisés dans quelles molécules pour quel type de douleur et qui vont prescrire à la patiente des traitements antidouleurs pour que la patiente soit vraiment bien et bien sûr continuer. Alors, il n'y a pas de notion de fertilité. Enfin, dans ce parcours, on n'a pas parlé de fertilité parce que si la patiente a un désir d'enfant au moment où elle va voir le GP en santé de la femme, il va y avoir un parcours fertilité qui va être mis en place et qui va reboucler sur l'endométriose. Et en fait, le patient va être envoyé vers un spécialiste de la fertilité qui va essayer de comprendre pourquoi la patiente présente des problèmes d'infertilité et qui va reboucler sur le parcours de soins endométriose après. Donc ça, c'est un parcours de soins assez classique au UK pour l'endométriose. Et puis, une sorte d'originalité qu'on a montée un peu ensemble avec My Medical Suitcase et Santexpat et l'assureur Vive International, un parcours de soins qui pourrait aussi avoir lieu à cheval entre l'Angleterre et la France, pour les patientes qui sont mieux prises en charge, par exemple, d'un point de vue financier en France ou qui ont simplement envie de se faire soigner en France parce qu'elles ont plus confiance, par exemple. Donc, en fait, le parcours de soins, puisque les patientes sont en Angleterre, commence quand même par ce GP spécialisé en santé de la femme, qui va quand même mettre en place le traitement hormonal et le traitement anti-inflammatoire et antidouleur pendant quelques mois, voir si ça va mieux. Si ça ne va pas mieux, à ce moment-là, la patiente retourne voir le GP spécialisé qui va mettre la patiente en contact avec un coordinateur français qui, lui, va être responsable d'organiser à ce moment-là les soins de la patiente en France. Donc, soit finalement, la patiente veut continuer à faire un peu d'imagerie en Angleterre et elle continue, et à ce moment-là, l'imagerie va être envoyée en France au gynéco-obstétricien français, soit en fait, elle décide de faire l'imagerie aussi en France et la gynéco-obstétrique et voir un gynéco-obstétricien en France. Donc ça, c'est organisé par un coordinateur en France qui va piloter un peu la patiente à l'intérieur du parcours de soins français. Et puis, une fois finalement les traitements mis en place et
en espérant que ça aille mieux. On récupère la patiente en Angleterre pour un suivi plus holistique, comme j'expliquais tout à l'heure, avec une partie un peu plus médecine, un peu plus douce, du management de la douleur quand même, et un suivi toujours par ce GP spécialisé qui va sans doute mettre en place un traitement hormonal s'il n'y a pas de problème de fertilité, enfin de questions de fertilité. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Je vais vous parler du rôle de Santexpat et je finirai par rebondir sur l'offre dont a commencé à parler Laurence. Donc chez Santexpat, il y a un véritable accompagnement personnalisé de tous les expatriés et notamment sur l'UK, sur lequel donc, on a vraiment une expertise. Pour revenir sur l'endométriose, parce que c'est le sujet du jour, en fait, on a souvent deux types de clients de manière générale. Chez Santexpat, on a des gens qui sont déjà expatriés, donc parfois depuis plusieurs années, qui connaissent bien le NHS, qui ont parfois aussi été assurés localement par des assureurs privés, avec des contrats qui ont beaucoup de franchises, où vous devez passer par tel réseau de soins si vous souhaitez être remboursé. Et on a des clients qui ont jamais été expatriés, qui vont s'expatrier pour la première fois, qui n'ont connu que la sécurité sociale, les mutuelles et le système français qui finalement, au moins au niveau des remboursements, est très vertueux parce qu'on a finalement rarement de mauvaises surprises. On s'occupe plutôt de comment se soigner et pas de combien ça va me coûter, quoi. Alors que c'est un véritable sujet au UK, notamment dans le système privé qui est très onéreux. Le NHS, c'est en effet gratuit ou offert par l'État anglais, mais le système privé, lui, il a un coût qui est très important. Et pour les personnes donc, qui sont atteintes d'endométriose, là où le conseil est très important de la part d'un courtier d'assurance comme Santexpat, c'est que là aussi, il y a deux scénarios. Soit la personne qui nous contacte est déjà atteinte d'endométriose, ça a déjà été diagnostiqué, auquel cas, il y a un véritable devoir de conseil pour nous de l'accompagner vers la solution qui va prendre en charge cette endométriose, parce que sur ce système d'assurance santé internationale, puisqu'on est sur un système d'assurance privée, il y a toujours des questionnaires de santé à l'adhésion, chose que nous, on ne connaît pas en France avec les complémentaires santé. Donc, on va devoir, nous, en tant que courtier et avec l'expertise qu'on a du marché, plutôt diriger cette personne vers des assureurs qui sont en capacité de prendre en charge cette endométriose, soit avec des solutions qu'on appelle au premier euro, c'est-à-dire que c'est l'assureur tout seul qui prend en charge tout soin qui pourrait être en lien avec l'endométriose ou autre chose d'ailleurs, soit en complément de la CFE. Donc la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger, c'est la continuité de la sécurité sociale française pour les Français qui résident à l'étranger. Et ça permet donc à nos compatriotes d'être en tout cas remboursés en partie des soins faits à l'étranger, et y compris des soins lors de leur retour temporaire en France. Et la CFE n'a pas de questionnaire de santé et reconnaît par exemple les affections longue durée et les maladies chroniques. Donc l'idée vraiment de Santexpat sur l'UK, c'est d'accompagner donc les expatriés sur une couverture sur place et en France, parce qu'on sait qu'il y a il y a une proximité géographique entre les deux pays. Donc quand on est expat dans un pays plus lointain comme l'Asie ou l'Amérique du Nord, on a moins tendance à se poser la question d'un second avis médical en France ou de retour temporaire pour se soigner. Avec le UK, la question se pose un peu plus et c'est vraiment un vrai sujet de pouvoir se faire soigner dans les deux pays. Donc c'est fort de ce constat-là en fait qu'on a décidé de créer une offre vraiment dédiée, exclusive et inédite sur le marché. Avant de la créer, on avait rencontré des acteurs comme My Medical Suitcase ou MeditSimple qui nous ont aussi donné l'envie de créer cette offre, donc qui s'appelle Iliad UK. Qui est un produit hybride en fait, puisque c'est un contrat qui est plutôt à destination des Français qui ont vraiment l'habitude de se faire soigner en France, parce que c'est un contrat qui est très généreux en termes de garantie, très bien fait, surtout sur les soins en France, donc avec un véritable suivi, comme le disait Laurence tout à l'heure, par exemple, d'un parcours qui pourrait se faire davantage en France qu'au UK, en tout cas dans un second temps.
donc avec des niveaux de prise en charge qui sont très élevés et qui prennent bien sûr en charge l'endométriose. Mais on a voulu quand même le coupler avec des garanties au premier euro, c'est-à-dire que c'est l'assureur donc Vive qui prend en charge une partie des soins courants, notamment de consultations généralistes, spécialistes et pharmacie, parce qu'on n'a pas toujours envie non plus de faire un aller-retour en France pour se soigner. Donc, il y a quand même un forfait pour se soigner sur place. Et tout ça, donc, couplé à des services de téléconsultation médicale qui sont pris en charge donc, par l'assureur. Et donc, avec l'accès à la plateforme MeditSimple, qui permet un meilleur accès aux soins donc pour les Français qui résident au UK, et l'accompagnement de My Medical Suitcase sur des problématiques de suivi médical pour l'endométriose notamment, et enfin le suivi du cancer également sur d'autres pathologies. Je finirai ma partie en disant qu'on travaille déjà sur soit un workshop, soit un second webinaire avec Sophie Péchou, qui est notre ambassadrice au UK, qui a notamment organisé ce webinaire sur l'endométriose et sur ce que disait le docteur Merlot tout à l'heure, c'est-à-dire comment l'accompagner, comment peut-être le prévenir sur des médecines alternatives, la nutrition, etc. Voilà, donc on va continuer de travailler sur le sujet de l'endométriose. Je ne sais pas si je redonne la parole peut-être à Romain. Oui, avec plaisir. Merci à tous les trois. On a eu beaucoup d'informations. Est-ce que tu avais un dernier slide, peut-être avec des contacts ou quelque chose? Oui. Ok, parfait. Voilà. Donc là, vous avez un QR code. Vous avez même 2 QR codes. Donc, je pense que vous savez comment ça fonctionne maintenant. On a tous l'habitude au restaurant de scanner et puis vous pouvez arriver directement donc, chez My Medical Suitcase et puis chez Santé Expat. Et puis, vous avez aussi l'email de Laurence au milieu si jamais vous souhaitez contacter. Bien sûr, comme d'habitude, tous les webinaires, on récupère le PowerPoint qui a été partagé et on le met dans l'article de débrief. Donc, dans les 24 heures, il y aura un article de débrief de ce webinaire avec les contacts et l'accès au PDF. Donc, voilà. Alors, pour les questions, si vous êtes sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant, sur Zoom, c'est assez calme. Vous pouvez lever la main aussi si vous voulez poser votre question en direct. Je vois qu'on a encore un peu de monde. Alors, on a une question qui est passée sur YouTube qui est quel est le risque de cancer chez les femmes atteintes d'endométriose? Il faut juste remettre votre micro, docteur. Coupé pour les bruits de téléphone. Oui, désolé. Merci. Le risque est quand même exceptionnel. C'est une maladie qui ne se transforme pas en cancer. Il y a juste un petit sur-risque d'un type très spécialisé et très rare du cancer de l'ovaire. On ne sait pas vraiment si c'est un sur-risque ou si c'est un mauvais diagnostic au départ, d'ailleurs. Donc, de retenir le message clé, c'est qu'il y a très peu de risque de dégénérescence d'une endométriose, voire un risque très exceptionnel. Merci. Alors, sur Facebook, on a une question de Valérie. Avec la ménopause, les symptômes de l'endométriose disparaissent-ils? Alors, ouais, c'est une très bonne question. La plupart, oui, puisque c'est très lié aux hormones, aux oestrogènes qui stimulent l'inflammation, qui stimulent les cellules. Donc, le côté inflammatoire, douleur aiguë, en général, diminue. Et donc, finalement, on se retrouve avec assez peu de patientes symptomatiques après la ménopause. Par contre, il faut comprendre que tout ce qui est en place reste en place. Donc, quand on a des adhérences importantes entre le fond du vagin, l'utérus, le rectum, qui peut entraîner des douleurs pendant les rapports, qui peut entraîner certains symptômes digestifs, bien sûr, c'est moins actif, ça n'évolue plus, ça ne grossit plus, ça n'est plus inflammatoire, mais tout ce qui est rétracté, collé, adhérent reste. Et donc, on a une petite partie des patientes qui restent symptomatiques à cause de cette fibrose, à cause de cette rétraction des tissus, et qui restent douloureuses par rapport, par exemple, à certains symptômes digestifs, à certaines douleurs pendant les rapports, et finalement qu'on va opérer pour leur qualité de vie après la ménopause. Mais ce n'est vraiment pas la majorité. Donc, on ne peut pas dire oui à 100%, mais oui, globalement, elles sont bien améliorées, sauf quelques exceptions qui vont rester symptomatiques à cause des tissus adhérents dus à l'endométriose. Parfait. Merci. On a une question de Pomme sur comment réduire les chances de contracter l'endométriose.
Tout simplement en réduisant le nombre de règles. On s'aperçoit de manière tout à fait très synthétique que l'endométriose, alors on pense que l'endométriose, la prévalence, c'est-à-dire la fréquence, augmente beaucoup, dû à plusieurs phénomènes. Un, le fait que les patientes en parlent de plus en plus. Deux, l'amélioration des examens de premier recours, que sont l'échographie et l'IRM. L'IRM, il y a 15 ans, on n'avait pas accès, en tout cas en France, et je pense que c'est pareil en Angleterre, aux IRM aussi facilement, même si ça reste un peu compliqué, ça n'avait rien à voir il y a 15 ans, donc ça a augmenté le diagnostic. Et donc, ce qui augmente aussi, c'est le nombre de règles. On s'aperçoit qu'actuellement, sans aucune critique de la société, hein, moi le premier, mais l'âge du premier enfant est largement, dépasse les 30 ans. Ce qui fait que beaucoup de patientes vont avoir beaucoup de règles entre 15 ans et 30 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans ou il y a 150 ans, où les patientes étaient enceintes très vite, allaitées, donc toute une période sans règles, et puis elle était enceinte à nouveau, et puis beaucoup de patientes avaient entre 4 et 5 enfants, entre 17, 18 ans et 30 ans. On a un mode de vie qui est complètement différent, avec un nombre de règles dans la vie des patientes qui est complètement différent, et c'est aussi ce qui explique que la maladie, en termes de fréquence, a beaucoup progressé. C'est aussi le nombre de règles entre 15 ans et 30 ans. Donc, une manière, peut-être pas très physiologique, bon, ça se discute, hein, mais de se protéger de l'endométriose, quand bien sûr il y a une maladie, hein, je n'ai pas dit qu'il fallait stopper les règles tout le temps, mais quand ces règles entraînent une maladie, c'est finalement d'avoir le moins de règles possible et donc avoir un traitement médical qui entraîne le moins de règles possible. Ou faire des enfants jeunes. Ou faire des enfants, effectivement, ou faire des enfants jeunes, mais bon, notre société Et en nombre. beaucoup évolué, a beaucoup évolué. Parfait. On a une auditrice anonyme qui nous demande, vous parlez d'une prise en charge en France et au UK. Concrètement, comment ça se passe? La question est plutôt sur la différence de prise en charge ou sur globalement comment ça se passe en France? Sur le parcours, peut-être? Oui, concrètement, oui. Concrètement, les parcours ne sont pas très différents. La seule différence entre l'Angleterre, c'est que les patientes peuvent très facilement choisir quel médecin généraliste elles vont voir, quelle sage-femme, quel gynéco ou quel gynécologue obstétricien. Je crois que c'est un petit peu plus organisé en Angleterre différemment. Et donc, on a parfois des délais dans le privé qui sont un petit peu plus, qui sont un peu plus rapides. Le parcours de soins en patiente ressemble pas mal à ça, hein. Il y a une consultation, la différence en France, mais ça, c'est une exception française, c'est qu'il y a des gynécologues médicaux, donc des gynécologues qui sont spécialisés dans le diagnostic, le suivi des patientes, ce qui amène sans doute souvent un petit plus, hein, parce qu'elles ne font que ça. Et donc, ces patientes réfèrent les endométrioses quand elles sont un peu dépassées ou quand elles voient que l'imagerie est compliquée à des spécialistes. Voilà. Ça change beaucoup en France parce qu'on est en train de tout réorganiser. Moi, je suis le coordinateur de la filière Nouvelle-Aquitaine. Donc, on commence à avoir des filières par région qui sont en train de s'organiser sur des niveaux de soins de premier, deuxième, troisième recours. Nous, on a un centre d'excellence, on a été accrédité, etc. On s'occupe beaucoup des formes, de toutes les formes d'endométriose, mais notamment des formes sévères. Et ce qu'on aimerait, c'est que selon la sévérité de l'endométriose et la complexité du dossier, ces patientes aient une offre de soins rapide et adaptée à leur maladie. Donc, on est en train de créer des centres, c'est en train d'être créé de premier recours pour le diagnostic, le suivi, d'accord. Des centres de deuxième recours pour les endométrioses modérées, avec un impact modéré, sans forcément de problème de fertilité, mais en s'y intéressant quand même avec un peu de prise en charge de la douleur. Et des centres de troisième recours, on va être labellisé là prochainement, pour tout ce qui est compliqué, des endométrioses qui sont compliquées à gérer, des chirurgies compliquées à gérer ou des dossiers de fertilité à gérer. Donc, on est en train de hiérarchiser les soins selon la complexité de la prise en charge. Et ça, c'est actuel, sous l'impulsion du gouvernement qui a promis pas mal de budget là-dessus. Et moi, j'assiste à beaucoup de réunions au ministère, etc. Et c'est en train de bouger, et c'est en train d'aller à mon avis, dans le bon sens, en tout cas en France. Oui, du côté du UK, je pense que en fait, peut-être la question était le parcours à cheval entre les deux. Au UK, je ne sais pas, enfin aussi, en fait. On peut aussi l'interpréter comme ça. Oui, je ne sais pas. En fait, en tout cas, si c'était la question, il faut commencer par aller voir un GP spécialisé en santé de la femme. Il y a des GP francophones sur la plateforme qui sont spécialisés en santé de la femme. Et en fait, cette GP va vous proposer un certain nombre de solutions. Elles vont vous mettre en contact éventuellement avec les coordinateurs français si vous voulez faire le parcours à cheval entre les deux. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Valérie nous demande, est-ce que l'endométriose peut-elle être héréditée génétiquement?
Pour l'instant, non, on n'a pas trouvé de gène de l'endométriose, comme on pourrait imaginer certaines maladies, comme certains types de cancers du sein assez agressifs qui vraiment se transmettent génétiquement, donc une hérédité. C'est un peu plus compliqué que ça, ce qu'on appelle une maladie environnementale multifactorielle, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc il n'y a pas de transmission génétique, donc ça n'est pas héréditaire, mais il y a un caractère environnemental. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui a des filles et dont la femme, si la maman est porteuse d'endométriose notamment sévère, sa fille aura 5 à 6 fois plus de chances d'être aussi atteinte de la maladie, comme certaines maladies comme l'asthme ou d'autres maladies. Mais donc il y a pas du tout de prédisposition, mais il y a un caractère environnemental avec un facteur de risque quand on a une sœur. On voit pas mal, nous, de jumelles qui sont touchées, par exemple, de sœurs qui sont touchées. Parfois, moi, j'ai déjà opéré plusieurs fois des sœurs. Donc, on voit qu'il y a un caractère quand même un peu familial, sans qu'il y ait vraiment une transmission d'un gène précis. Parfait. Vanessa nous demande quel est le coût de MediSimple et Santé Expat. Alors, MediSimple, l'accès à MediSimple, c'est gratuit pour les patients. Ce qui n'est pas gratuit, effectivement, ce sont les soins qu'il y a dans ce parcours. Et là, justement, je pense qu'il faut reparler à Raphaël pour qu'il explique à nouveau comment c'est pris en charge par les différents types de contrats. Si la patiente veut aller dans l'NHS, c'est gratuit, mais bon, nous, nos parcours de soins sont des parcours de soins dans le privé parce qu'ils vont beaucoup plus vite que les parcours de soins du NHS, pris en charge par des assureurs, comme l'expliquait Raphaël tout à l'heure. Pareil pour Saint-Expat, il n'y a pas de surcoût à passer par Saint-Expat. C'est totalement… en fait, nous, on est commissionné par les assureurs. Donc, le coût de l'assurance, lui, varie en fonction de l'âge du pays d'expatriation. Donc là, en l'occurrence, le UK, qui est un pays assez cher en termes de coûts de santé, et des garanties qui sont souscrites. Et pour revenir donc sur l'offre, parce que j'ai vu qu'on avait une question aussi sur comment fonctionne cette nouvelle offre concrètement. Donc ça fonctionne comme une complémentaire, donc en complément de la Caisse des Français de l'étranger pour tous les soins qui sont faits en France, comme une mutuelle assez classique finalement. C'est-à-dire que si vous êtes déjà affilié à la CFE, ça va fonctionner comme une complémentaire classique pour les soins en France et c'est l'assureur tout seul qui va vous rembourser lorsque vous aurez des soins au UK. Et si vous n'êtes pas encore affilié à la CFE, à ce moment-là, Saint-Expat va vous accompagner pour l'affiliation CFE également. Et voilà. Et donc, c'est vraiment aussi bien pour les gens qui ont déjà la CFE que pour les gens qui ne l'ont pas encore. Parfait. Vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus ou on est bon? On est bon? Magnifique. Eh bien, on arrive à l'heure, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Je suis en train de vérifier, mais je crois qu'on a fait le tour. Donc, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre temps et puis à dire à nos auditeurs de venir se connecter la semaine prochaine. On aura un autre sujet que je ne vais pas présenter, ce sera un collègue à moi et vous recevrez l'invitation dans les prochaines 24 heures aussi. Donc, on se retrouve toutes les semaines pour des sujets qui concernent les expatriés à Londres. Merci, Dr Merlot. Merci, Laurence Lévy. Merci, Raphaël Lebar, de nous avoir donné vraiment, je pense, une bonne overview et un process qui a l'air d'être prêt en cas de besoin. Et j'espère que vous reviendrez, du coup, adresser d'autres sujets qui concernent les femmes, les hommes, dans leurs problèmes de santé à l'étranger. Merci encore d'avoir pris le temps et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Romain. Au revoir. Au revoir.